le monde ne s'était jamais préparé à une guerre d'une telle ampleur, car les conflits précédents, bien que dévastateurs, restaient localisés, contenus dans des zones géographiques limitées et gouvernés par des doctrines militaires prévisibles, mais cette fois, tout changea lorsque la course aux armements modernes, combinée à la prolifération technologique et à la rivalité politique, transforma chaque nation en un nœud stratégique vulnérable où chaque erreur humaine pouvait déclencher une réaction en chaîne globale, et c'est ainsi que les tensions montèrent lentement, d'abord par des escarmouches économiques et cybernétiques, des attaques invisibles sur des infrastructures énergétiques, financières et de communication, puis par des incidents militaires isolés, qui, bien qu'ayant semblé mineurs à l'époque, furent interprétés par les alliances comme des provocations, intensifiant la méfiance entre blocs et augmentant le risque de conflits directs, et lorsque les premières forces avancèrent sur les territoires contestés, la guerre n'était plus seulement physique, mais aussi digitale, car les réseaux de satellites, les systèmes de défense automatisés et les armes à distance contrôlées par l'intelligence artificielle devinrent des acteurs invisibles, capables de frapper en quelques millisecondes, détruisant des infrastructures critiques et paralysant des villes entières, sans qu'aucune armée conventionnelle ne puisse intervenir efficacement. Et à mesure que les jours passaient, le chaos s'étendait, des villes étaient réduites à des ruines par des bombardements ciblés, tandis que la désinformation et la propagande amplifiée par les réseaux sociaux semaient la panique dans les populations civiles, créant des mouvements massifs de réfugiés, fuyant vers des zones encore épargnées, et chaque bloc militaire, conscient de la capacité destructrice de ses adversaires, s'engagea dans une escalade rapide, déployant des armes hypersoniques, des drones autonomes armés et des cyberattaques de grande envergure, visant à neutraliser les capacités ennemies. Mais ces opérations avaient un coût catastrophique. Les systèmes civils furent affectés, les centrales électriques furent détruites, l'eau et la nourriture devinrent rares, et la peur s'installa dans l'esprit des survivants, car il ne s'agissait plus d'une guerre qui pouvait être arrêtée par des négociations, mais d'un engrenage auto-alimenté où chaque attaque entraînait une réponse plus violente, chaque cyberattaque déclenchait des contre-mesures encore plus sophistiquées, et dans ce climat d'incertitude totale, les alliances traditionnelles s'effondrèrent. Les anciennes frontières devinrent des lignes de combat mouvantes, et même les nations neutres furent contraintes de choisir un camp ou de subir des frappes punitives pour dissuader toute ingérence, et dans le même temps, des armes expérimentales furent utilisées, des technologies jamais testées auparavant, capables de détruire des zones entières instantanément, provoquant non seulement des pertes humaines massives, mais aussi des catastrophes environnementales, des incendies chimiques, des radiations et des tempêtes électromagnétiques paralysant des systèmes de communication essentiels, et alors que la guerre atteignait une intensité inégalée dans l'histoire de l'humanité, les civils furent confrontés à des choix impossibles. Fuir ou rester, collaborer ou résister, survivre à tout prix ou protéger ce qui restait de leur humanité, et malgré cette tragédie, certaines communautés résistèrent, organisant des zones refuges sécurisées, recyclant les ressources sécurisées, développant des stratégies de survie et utilisant les technologies disponibles pour créer des micro-sociétés autonomes, tandis que sur le plan stratégique les généraux et commandants tentaient de maintenir une cohérence opérationnelle dans un monde où l'information était fragmentée, où les communications étaient intermittentes et où chaque décision pouvait déclencher un désastre à l'échelle globale. Et dans ce contexte, la guerre n'était plus seulement une question de territoire ou de ressources, mais un combat pour la survie même de la civilisation, où chaque avancée technologique, chaque frappe calculée et chaque mouvement de troupes pouvait avoir des conséquences irréversibles, et à mesure que les jours se transformaient en semaines, et les semaines en mois, le monde entier se retrouva suspendu à un fil, oscillant entre l'extinction et la possibilité d'une négociation improbable. Et c'est dans ce tourbillon de destruction, de peur et de chaos que commença le véritable test de l'humanité, car il ne suffisait plus de gagner la guerre. Il fallait comprendre comment reconstruire ce qui restait et comment préserver la connaissance, la culture et l'espoir dans un univers désormais dominé par la violence technologique et l'instabilité permanente. Alors que les mois s'écoulaient et que les fronts s'étendaient, la guerre se transforma en un phénomène total, touchant non seulement les armées, mais chaque individu, chaque ville, chaque infrastructure, car les stratégies modernes impliquaient une combinaison de frappes militaires directes, de sabotage numérique,
de manipulation économique et de campagnes de désinformation massive, si bien que la notion même de sécurité devint obsolète et que chaque citoyen se retrouva à naviguer dans un univers où la moindre erreur pouvait être fatale, et dans cette dynamique, les systèmes logistiques devinrent des cibles prioritaires, car contrôler les ressources alimentaires, les carburants et les matières premières, signifiait influer sur le moral et la capacité de survie des populations et des armées adverses, et lorsque certaines métropoles furent isolées, les habitants furent contraints de survivre avec des rations limitées, improvisant des infrastructures d'eau, de soins et d'électricité à partir de ce qui restait, tandis que des organisations clandestines émergeaient pour protéger les civils, organiser des filières de nourriture et transmettre des informations cruciales échappant au système de propagande et de surveillance. Et pendant ce temps, les commandants militaires faisaient face à des choix impossibles. Attaquer ou défendre, sacrifier un secteur pour en sauver un autre, utiliser des armes expérimentales pour gagner un avantage stratégique, mais au risque de catastrophes collatérales incontrôlables. Et c'est ainsi que des armes hypersoniques, des drones autonomes armés, des missiles intelligents et des systèmes de brouillage cybernétique furent utilisés massivement, provoquant des destructions immédiates et irréversibles, et les conséquences sur l'environnement furent dévastatrices: radiation, incendies chimiques, effondrement d'infrastructures, pollution massive, tempêtes électromagnétiques, tandis que les populations civiles continuaient à souffrir: radiation, incendies chimiques, effondrement d'infrastructures, pollution massive, tempêtes électromagnétiques. Parfois piégés dans des zones de conflit, parfois forcés de migrer vers des territoires déjà surpeuplés, générant des crises humanitaires et des tensions politiques sans précédent, et dans ce chaos, certains groupes prirent le contrôle de territoires entiers, exploitant le vide créé par les armées déployées et les gouvernements affaiblis, imposant des règles strictes pour survivre, transformant leurs enclaves en micro-États où la loi et l'ordre étaient maintenus par la force et la discipline, tandis que d'autres zones sombrèrent dans l'énarchie totale, où le pillage, la trahison et la violence devinrent la norme, et c'est dans ce contexte que la guerre commença à dépasser le cadre militaire et territorial pour devenir un combat existentialiste, une lutte pour la survie même de l'humanité, où chaque décision, qu'il soit politique, militaire ou civile, avait un impact potentiel sur la continuité de la civilisation. Et les leaders mondiaux durent accepter que le contrôle absolu n'était plus possible. Car chaque action imprévisible, chaque réaction humaine, chaque initiative locale, pouvait déclencher des chaînes de conséquences incontrôlables. Et même les systèmes de défense automatisés, capables de calculer des milliards de scénarios par seconde, furent confrontés à l'imprévisibilité du facteur humain et aux conséquences imprévisibles de catastrophes naturelles ou d'erreurs techniques, et alors que la guerre atteignait une intensité jamais vue, de nouvelles alliances se formèrent, parfois entre ennemis historiques, parfois entre communautés isolées et experts en technologie, dans le but de partager des ressources, des informations et des stratégies de survie, tandis que les batailles traditionnelles se transformaient en confrontations asymétriques, où les frappes cybernétiques pouvaient désactiver des infrastructures critiques sans qu'aucune armée physique ne se déplace, où des drones autonomes pouvaient surveiller, attaquer et neutraliser des cibles avec une précision chirurgicale, et où la communication devint un champ de bataille à part entière, chaque réseau, chaque canal, chaque flux de données pouvant être piraté, manipulé ou détruit, et dans ce contexte, la population civile devait apprendre à naviguer dans un monde où la confiance et l'information étaient des ressources rares, où la survie dépendait de la capacité à anticiper des événements imprévisibles et de collaborer avec des alliances temporaires et fragiles, tandis que la planète elle-même semblait réagir à ce conflit total, car la destruction massive de villes, d'infrastructures et de zones industrielles libéra des polluants, provoqua des changements climatiques locaux et aggravés, créant des tempêtes, des inondations et des famines, accentuant le sentiment que cette guerre n'était plus seulement une lutte entre nations, mais un affrontement contre la fragilité même de la civilisation, et dans ces conditions, les humains durent redéfinir leur manière de vivre, de se déplacer, de travailler, de survivre, inventant des systèmes de gouvernance locaux, des filières alimentaires alternatives, des réseaux de communication indépendants et des stratégies de défense adaptées à leur environnement immédiat, tout en continuant à espérer qu'un accord global pourrait émerger pour mettre fin à la guerre, ou du moins ralentir son escalade,
et malgré le désespoir, certaines histoires de courage, de solidarité et d'ingéniosité humaine émergèrent, rappelant que même dans l'ombre de la destruction totale, l'esprit humain avait encore la capacité de s'adapter, d'innover et de résister. Et c'est dans cette lutte pour survivre que la guerre se transforma finalement en un test ultime de résilience humaine, où chaque action individuelle s'humaine, chaque initiative collective et chaque choix stratégique contribuaient à déterminer non seulement le résultat du conflit, mais la possibilité même d'un avenir pour l'humanité entière. À mesure que la guerre se poursuivait, le monde sombra dans une instabilité totale où la distinction entre front militaire et territoire civil disparut presque entièrement, car les technologies avancées déployées par chaque camp rendaient chaque ville, chaque village et même les zones rurales vulnérables à des frappes précises. Des sabotages numériques et des attaques chimiques ou biologiques, et ainsi, les civils devinrent des acteurs involontaires d'un conflit global, forcés de s'adapter à un environnement où la survie dépendait de la rapidité, de la discrétion et de la capacité à anticiper des menaces invisibles, tandis que les commandements militaires exploitaient l'information en temps réel pour ajuster leur stratégie, calculant la moindre réaction possible des ennemis et des populations. Et dans ce contexte, la notion de guerre traditionnelle s'effaça pour laisser place à une guerre totale, multidimensionnelle, où cyberattaques, drones, armes autonomes et propagande s'entremêlaient pour créer un système de pression constante sur toutes les sociétés touchées, et pendant que certaines nations tentaient de maintenir un semblant d'ordre, d'autres ou Havre virent leurs institutions s'effondrer, laissant place à des factions locales qui imposaient des règles sévères, souvent violentes, pour survivre, et ces micro-États improvisés utilisaient toutes les ressources disponibles, exploitant la technologie abandonnée, recyclant les infrastructures et créant des réseaux logistiques indépendants pour échapper à la destruction totale, tandis que les armées conventionnelles, confrontées à l'incertitude et aux risques imprévisibles, devaient improviser des alliances temporaires et fragmentées, car une erreur stratégique pouvait signifier la perte d'un secteur vital, la destruction de milliers de vies ou la rupture de lignes d'approvisionnement essentielles, et à cette échelle, même la diplomatie traditionnelle devenait inefficace car les négociateurs humains ne pouvaient rivaliser avec la vitesse et la précision des systèmes automatisés capables de prédire chaque réaction et de simuler des centaines de scénarios simultanément, et alors que la guerre progressait, la planète elle-même montra les effets secondaires de cette destruction totale, car les bombardements massifs, les pollutions chimiques et radiologiques, ainsi que les déforestations et explosions industrielles, créèrent des catastrophes environnementales locales et globales, aggravant les famines, les épidémies et les déplacements massifs de population, et dans ce contexte, la solidarité humaine devint un élément central de survie, car ceux qui réussissaient à coopérer, à créer des réseaux d'entraide et à partager des informations et des ressources pouvaient non seulement survivre, mais protéger leur communauté, tandis que les individus isolés ou les factions égoïstes étaient rapidement éliminés par la violence ou la famine, et c'est dans ce contexte extrême que des innovations émergèrent, car face à l'imprévisibilité totale, les humains durent improviser des systèmes de communication sécurisés, des mécanismes de défense autonomes et des infrastructures locales capables de résister à des attaques multiples, souvent en utilisant la technologie abandonnée par les armées ou en recyclant les matériaux des villes détruites, et ces stratégies locales révélèrent une capacité adaptative surprenante, montrant que même face à la guerre la plus avancée technologiquement, la résilience humaine pouvait créer des poches de stabilité temporaire et même contrecarrer certains calculs militaires. Et alors que le conflit atteignait son apogée, de nouveaux facteurs entrèrent en jeu, des catastrophes naturelles imprévisibles aggravées par les destructions humaines, la propagation rapide de maladies dans les camps de réfugiés et la famine dans les zones urbaines dévastées, ce qui força même les commandements les plus avancés à recalculer leurs priorités, et dans ce chaos absolu, les alliances fluctuèrent, des ennemis historiques durent collaborer pour survivre, tandis que d'autres factions trahissaient leurs partenaires pour obtenir un avantage stratégique, et c'est ainsi que la guerre devint un test ultime non seulement de force militaire, mais de capacité humaine à s'adapter, coopérer et improviser face à l'incertitude, et à chaque instant, des décisions critiques étaient prises. Sauver une ville entière au prix de l'exposition d'une à l'autre, sacrifier des ressources pour protéger des populations stratégiques, accepter des pertes locales pour maintenir un avantage global, et ces choix, répétés à l'infini à travers le globe, définissaient non seulement le cours de la guerre, mais l'avenir même de l'humanité, car dans ce conflit total, chaque action, chaque erreur, chaque réussite avait un impact direct et irréversible sur la survie de millions de personnes, et alors que les mois se transformaient en années,
le monde entier comprit que cette guerre n'était pas seulement un affrontement entre nations, mais une confrontation avec les limites de la civilisation, avec la fragilité de la vie humaine et avec la nécessité de repenser la manière dont les sociétés peuvent survivre lorsque la technologie, la politique et la nature se combinent pour créer un chaos global sans précédent. Alors que la guerre mondiale atteignait son paroxysme, la planète elle-même devint un champ de bataille tangible, non seulement en raison des bombardements et des frappes technologiques, mais aussi à cause des conséquences écologiques massives, car les radiations, les incendies industriels, les marées noires et la destruction des infrastructures essentielles provoquèrent des catastrophes naturelles en cascade, créant des tempêtes, des inondations et des famines dans des régions autrefois stables, essentielles provoquèrent des catastrophes naturelles en cascade, créant des tempêtes, des inondations et des famines dans des régions. Et dans ce contexte, la survie humaine se transforma en un combat quotidien où chaque individu devait négocier avec la peur, la rareté des ressources et la violence ambiante, tandis que les gouvernements effondrés ou fragmentés laissaient place à des coalitions locales, à des zones refuges et à des factions qui, bien que parfois autoritaires, offraient une protection et des ressources indispensables, et parallèlement, les systèmes de surveillance, de drones et d'armes autonomes continuaient à opérer de manière et presque invisible, frappant avec précision, perturbant les communications, infiltrant les réseaux électriques et contrôlant l'accès à la nourriture et à l'eau, de sorte que les civils et les commandants militaires durent constamment improviser des stratégies pour contourner, saboter ou survivre à ces technologies, et cette lutte permanente transforma les sociétés en micro-civilisations résilientes, mais instables, où la créativité et l'ingéniosité individuelle devinrent essentielles, car seule la capacité à utiliser des ressources limitées à reconstruire des infrastructures locales et à protéger des communautés déterminait la survie, et alors que la guerre continuait à ronger le tissu social et environnemental, des expériences inédites émergèrent, des villes souterraines improvisées, des systèmes agricoles hydroponiques autonomes, des réseaux de communication décentralisés et même des alliances improbables entre ennemis historiques, réunis pour résister à la destruction totale, tandis que sur le plan stratégique, les armées restantes étaient contraintes de recalculer leurs objectifs, car l'efficacité militaire brute ne garantissait plus la victoire et chaque offensive devait désormais tenir compte de l'impact environnemental, de la survie civile et de la stabilité des infrastructures critiques. Et dans ce contexte, la guerre cessa d'être simplement un conflit de pouvoir pour devenir une lutte existentielle où la question n'était plus de conquérir un territoire ou de vaincre un ennemi, mais de préserver l'humanité elle-même, sa culture, sa mémoire et son futur possible. Et alors que les catastrophes s'accumulaient, les populations survivantes développèrent des formes inédites de gouvernance, combinant autorité locale, partage des ressources, défense communautaire et innovation technologique, créant des micro-États autonomes capables de résister à la violence extérieure, tout en maintenant un fragile équilibre entre contrôle et liberté. Et pendant ce temps, les scientifiques et ingénieurs, souvent isolés dans des laboratoires clandestins, développaient des solutions pour stabiliser l'environnement, protéger les populations vulnérables et reconstruire des infrastructures critiques tout en s'adaptant à un monde où la moindre erreur pouvait provoquer des catastrophes irréversibles, et ces initiatives révèrent un paradoxe cruel. Plus l'humanité tentait de restaurer un semblant de normalité, plus elle dépendait de stratégies imprévisibles et risquées, car les systèmes de guerre, les technologies abandonnées et les dommages écologiques imposaient des contraintes extrêmes. Et c'est dans ce contexte que la notion de victoire perdit tout sens traditionnel, car survivre devenait un acte héroïque en soi, et chaque jour gagné contre la famine, la maladie et la violence représentait une victoire sur l'effondrement global, tandis que l'humanité, réduite à ses éléments les plus essentiels, redécouvrait l'importance de la coopération, de la créativité et de la résilience, car même au cœur du chaos absolu, des histoires de solidarité, d'ingéniosité et de courage permirent de préserver ce qui restait de l'esprit humain. Et cette transformation silencieuse, profonde et radicale préfigurait un monde nouveau, où la guerre ne serait plus simplement une lutte pour le pouvoir, mais un défi constant à la survie, à l'adaptation et à la reconstruction, et, dans ce processus, chaque décision et chaque innovation façonnaient non seulement le présent, mais aussi le futur de l'humanité, révélant que la véritable force ne réside pas dans la technologie ou les armes, mais dans la capacité des hommes et des femmes à résister, à s'adapter et à reconstruire malgré la destruction totale
et à s'adapter et à reconstruire malgré la destruction totale, et c'est ainsi que le monde, au bord de l'extinction, s'uneur, commença à entrevoir la possibilité d'un nouvel équilibre, fragile mais porteur d'espoir, où l'humanité pourrait renaître des cendres de sa propre guerre totale. Alors que la poussière de la guerre retombait lentement et que les villes détruites révélaient leurs ruines fumantes, l'humanité se retrouva face à un choix existentiel, non plus simplement politique ou militaire, mais moral et civilisationnel, car les survivants durent décider comment reconstruire un monde dévasté, où la technologie, autrefois utilisée pour détruire, pourrait désormais devenir l'outil de renaissance, et tandis que certains dirigeants proposaient des plans stricts de reconstruction centralisés, imposant l'ordre et l'efficacité au détriment de la liberté individuelle, d'autres groupes insistaient sur l'importance de restaurer la créativité, la diversité et l'autonomie locale, conscients que sans ces éléments, la civilisation pourrait survivre matériellement, mais perdre son essence humaine, et c'est dans cette tension que se dessinait la nouvelle ère, un équilibre précaire entre contrôle et liberté, entre sécurité et innovation, car chaque décision de reconstruction devait tenir compte des leçons de la guerre totale où la moindre erreur avait provoqué des catastrophes irrémédiables. Et dans ce contexte, les technologies abandonnées par les armées, les systèmes automatisés déployés pour la guerre et les armées, les systèmes automatisés déployés pour la guerre et les infrastructures endommagées furent réutilisés avec prudence, combinant innovation et précaution, tandis que des communautés émergentes s'expérimentaient des modèles de gouvernance alternatifs, mélangeant démocratie locale, coopération intercommunale et stratégie collective pour protéger les ressources et reconstruire les sociétés, et en parallèle, des scientifiques et ingénieurs tentèrent de restaurer les systèmes environnementaux, purifier les eaux, régénérer les terres, reconstruire les villes et rétablir un minimum de stabilité alimentaire tout en tenant compte des dommages massifs causés par la guerre, des pollutions chimiques, radiologiques et biologiques et de l'instabilité climatique accrue. Et au fil des années, une nouvelle dynamique apparut, la survie ne dépendait plus uniquement de la force militaire, mais de l'intelligence collective, de la résilience, de la capacité à coopérer malgré les traumatismes et à reconstruire à partir de fragments dispersés, et ces micro-sociétés, souvent isolées mais innovantes, démontrèrent que l'adaptabilité humaine pouvait surpasser même la destruction la plus totale, et tandis que certaines technologies de guerre furent neutralisées, désactivées ou converties à des fins pacifiques, d'autres furent conservées, non comme armes, mais comme outils pour protéger les populations, surveiller les dangers naturels et anticiper les crises futures, et cette transformation révéla un paradoxe profond, la même technologie qui avait presque conduit à l'extinction humaine pouvait devenir la clé de sa renaissance, mais uniquement si elle était utilisée avec sagesse, éthique et conscience collective, et dans ce processus, l'humanité redécouvrit des valeurs essentielles, la coopération, le courage, l'ingéniosité, la solidarité et la responsabilité, car la guerre avait démontré que la survie ne se mesure pas seulement en termes de puissance ou de territoire, mais en capacité à préserver la vie, la connaissance et la culture dans un environnement hostile et imprévisible, et tandis que les premières générations nées après la guerre grandissaient dans un monde fragile, mais porteur d'espoir, elles héritèrent de la mémoire des erreurs passées et de la leçon fondamentale. La destruction totale peut arriver si l'orgueil, la haine et la soif de puissance l'emportent sur la coopération, mais la renaissance est possible si l'intelligence, la prudence et la solidarité guident chaque choix. Et c'est ainsi que, lentement mais sûrement, l'humanité commença à reconstruire un monde nouveau, non pas parfait ni totalement sûr, mais capable d'offrir un futur où la liberté, la créativité et la résilience coexistaient avec la technologie, et tandis que les survivants contemplaient les ruines des grandes cités, les paysages dévastés et les traces indélébiles de la guerre, un sentiment nouveau s'installa, la compréhension que la survie n'était pas un droit automatique, mais un défi constant, et que chaque génération doit réapprendre éthique, mais un défi constant, et que chaque génération doit réapprendre, reconstruire et protéger la vie contre elle-même et contre les dangers du monde, car dans ce nouvel équilibre, la paix et la prospérité ne sont pas garanties par la force ou la technologie, mais par la volonté collective de rester humaine, créative et solidaire, et c'est ainsi que la dernière guerre mondiale, bien que laissant derrière elle une empreinte de destruction et de souffrance inégalée, devint également le catalyseur d'une renaissance, marquant le début d'une ère où l'humanité, consciente de sa fragilité et de son potentiel, pouvait enfin rêver d'un futur où la survie, la liberté et la responsabilité coexistaient pour former les bases d'une civilisation renouvelée, capable de regarder vers l'avenir avec prudence, mais aussi avec espoir.